Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de cette édition, en Guinée-Bissau, les militaires justifient leur coup d'État, évoquant un risque de guerre civile ethnique. En RDC, offensive majeure du mouvement 23 qui s'empare du Luvungi et progresse vers Uvira, provoquant les ordres de centaines de milliers de civils. En Afrique du Sud, 12 personnes tuées près de Pretoria, une attaque violente dont les auteurs sont toujours en fuite. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Démarrons par la Guinée-Bissau, où les militaires au pouvoir affirment avoir renversé les autorités pour éviter, selon eux, un risque de guerre civile ethnique. Un conseil national de transition a été mis en place malgré les nombreuses polémiques entourant ce coup d'État. Extrait Africa News. Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau lors du coup d'État ont officiellement mis en place un Conseil national de transition, selon une résolution publiée jeudi. La junte se présente sous le nom de Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre et invoque un contexte électoral marqué par un risque de guerre civile à caractère ethnique pour légitimer son intervention. Dans sa résolution, la junte annonce que ce Conseil national de transition aura pour mission de préparer les instruments de transition politique, de superviser les activités des organes de pouvoir pendant cette période et d'élaborer une charte nationale de transition censée restaurer la légalité constitutionnelle. Cependant, le texte ne précise ni la composition du CNT, ni les critères de sélection de ses membres, laissant planer des doutes sur sa représentativité et son fonctionnement. Notons que la charte de la transition dissout le Conseil de la magistrature pour toute la durée de la... En RDC, de violents affrontements ont éclaté entre l'armée et des groupes rebelles dans le sud Kivu. Des sources locales rapportent une vingtaine de civils tués, une fois de plus victimes innocentes d'un conflit qui s'enlise. Extrait Africa News. L'Est de la République démocratique du Congo sombre à nouveau dans le chaos. Des milliers de vies jetées sur les routes, fuyant la fureur des combats. Hommes, femmes et enfants emportant leurs biens avec eux quittent leur village du sud Kivu, contraints à un exode massif alors que les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 s'intensifient. Le M23 et l'armée congolaise lâchent beaucoup de bombes sur Luvungi. Depuis avant-hier, ils ont fait de nombreux morts. Hier, des gens ont été tués dans mon quartier. C'est pourquoi nous avons décidé de fuir. Depuis mardi, l'escalade est vertigineuse. Les combats se sont intensifiés, touchant de plein fouet les localités de Katogota, Kamayola et les environs. Ce samedi, de violents affrontements se sont poursuivis autour de Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi. Des sources locales font état d'une vingtaine de civils tués,
victimes innocentes de cette guerre sans fin. Nous marchons vers Uvira. Que les autorités nous aident à mettre fin à cette guerre. Nous voulons rentrer chez nous et vivre comme tout le monde. Beaucoup de gens sont morts à cause des bombardements. J'ai survécu avec mes enfants. Cette recrudescence de la violence survient quelques jours seulement après la signature d'un accord de paix entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington. Un accord aujourd'hui réduit en cendres sur le terrain. Les FARDC et les rebelles se renvoient la balle, s'accusant mutuellement de violer sans relâche le cessez-le-feu. Toujours en RDC, le mouvement 23 a pris la localité de Luvungi avant d'avancer vers Uvira à la frontière burundaise. Une offensive éclair qui recompose le paysage militaire et pousse des centaines de milliers de civils sur les routes de l'exode. La communauté internationale est interpellée. Extrait Africa News. Les rebelles de la FCM 23, appuyés par l'armée rwandaise, ont pris le contrôle de Luvungi, une ville stratégique du Sud Kivu, ainsi que plusieurs villages alentours. L'armée congolaise a confirmé son repli tactique pour éviter un bain de sang et protéger les populations. L'offensive du M23 a rebattu les cartes militaires dans l'est du pays. Le groupe armé, se réclamant de la défense des Tutsis congolais, contrôle désormais de larges pans du nord Kivu et du sud Kivu, y compris Goma et Bukavu. Les combats contre les forces armées congolaises ont forcé des centaines de milliers de civils à fuir leur localité, aggravant une crise humanitaire déjà profonde. Routes coupées, aéroports fermés, bombardements et violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ont accru l'instabilité dans cette région. Pourtant, jeudi, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame avaient signé un accord négocié en juin par le président américain, mais sur le terrain, il n'a eu aucun effet. En Afrique du Sud, 12 personnes ont été abattues lors d'une attaque survenue près de Pretoria. 10 victimes sont mortes sur place, une autre à l'hôpital, tandis que les suspects sont toujours en fuite. Extrait Africa News. Une fusillade de masse survenue samedi dans un bar sans licence situé dans une auberge de jeunesse près de Pretoria a fait au moins 12 morts, dont 3 enfants. 14 autres personnes blessées ont été hospitalisées selon la police. L'attaque a été perpétrée par 3 suspects toujours en fuite. Le mobile du crime reste inconnu pour l'instant. Ces shebins, ces bars clandestins représentent un défi majeur pour les forces de l'ordre. Ces établissements illégaux sont souvent le théâtre de violences graves. Entre avril et septembre dernier, nous avons procédé à la fermeture de 11 975 shebins à travers le pays. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les fusillades de masse surviennent aussi dans des débits de boissons licenciés que dans ces lieux illicites. Face à cette menace, nous renforçons nos opérations de contrôle et nos inspections. En 2022, une fusillade similaire dans le township de Soweto avait fait 16 morts. Samedi même, une autre attaque dans un bar d'une province voisine a coûté la vie à 4 personnes. L'Afrique du Sud enregistre... En Ukraine, de nouvelles frappes massives ont visé des infrastructures clés. Selon les autorités, les chemins de fer auraient été spécifiquement pris pour cible. Séquence France 24. Oui, en fait, je ne suis pas à Kiev. Je suis parti pour l'ouest de l'Ukraine, les montagnes des Carpates, justement pour un peu mieux dormir et prendre l'air. Et c'était une nuit où il y avait une frappe qui a même frappé la gare de Fastiv, qui est une gare au sud-ouest de Kiev, par où passent pratiquement tous les trains qui vont vers l'ouest. Mon train, heureusement, est passé par cette gare avant la frappe, mais la circulation des trains a dû être interrompue pendant un certain temps. Et ils ont dû prendre des détours et finalement, je pense qu'ils ont pu finir les réparations pour que la circulation des trains reprenne à 14 heures aujourd'hui, ce qui montre à quel point ils sont capables de réparer les dégâts, mais c'est de plus en plus inquiétant comment les chemins de fer ukrainiens sont ciblés. Sinon, traditionnellement, maintenant, c'est toujours
le réseau électrique et on a des coupures de courant un peu partout dans le pays. Je ne sais pas si vous voyez, la lumière vient de s'allumer parce qu'il y a un générateur qui s'est allumé, mais ici, là où je me trouve, depuis 1 heure à peu près, on n'a absolument pas d'électricité. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de régions d'Ukraine où il y a des coupures de courant au-delà de ce qui est déjà programmé, parce que déjà sur tout le pays, l'électricité, si vous voulez rationner, il y a un emploi du temps pour quand est-ce qu'il y aura l'électricité. Il y a eu aussi des incendies, notamment à Dnipro, dans le centre-est, et dans la région de Kiev, des entrepôts qui ont brûlé. Heureusement, pas de morts à déployer, même alors que c'était une série de frappes très massives. Dans ce contexte, bien sûr, les Ukrainiens ne suivent presque plus ces pourparlers en Floride. À chaque fois, il y a des déclarations. C'était très bien coordonné. Les Ukrainiens et les Américains ont dit pratiquement la même chose, mais c'était pour dire rien. C'était pour dire que les pourparlers ont progressé. Alors peut-être qu'il y a du concret dans ce qu'ils disent, on ne sait pas, mais rien n'est annoncé. Et la plupart des Ukrainiens pensent qu'il ne peut pas y avoir de vraies avancées concrètes parce que Vladimir Poutine ne le veut pas. Qui va les intéresser, je pense, beaucoup plus, ce sont les discussions que Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz et Volodymyr Zelensky doivent tenir à Londres lundi, parce que clairement, après la publication de cette nouvelle document sur la stratégie de défense américaine, il est très important pour les Ukrainiens de se coordonner avec les Européens. Par ailleurs, dans la nuit du vendredi au samedi, la Russie a lancé plus de 700 drones de missiles, l'une des attaques les plus importantes depuis le début de la guerre. Cette offensive intervient alors que des pourparlers entre délégations américaines et ukrainiennes se poursuivent en Floride. Extrait TV5 Monde. La Russie, elle a lancé plus de 700 drones et missiles sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi. Une nouvelle attaque massive alors que les discussions pour mettre fin à la guerre se poursuivent en ce moment entre délégations américaines et ukrainiennes en Floride. Luc Hurtel. À chaque fois que l'alarme retentit, c'est le réflexe de milliers d'habitants de Kiev. Descendre dans le métro, devenu un abri face aux attaques de drones russes. Pour Tetiana, dont l'immeuble a été détruit au printemps, se réfugier ici, c'est devenu une habitude. La Russie ne s'arrêtera tout simplement pas avant de nous détruire. Et je pense que cela va continuer comme ça. Leur plan est de nous abattre en tant que nation. La capitale ukrainienne, à nouveau visée vendredi soir, des missiles et surtout des drones kamikazes russes. Au total, plus de 700 engins, la plupart interceptés par la défense antiaérienne. Conséquence directe des frappes, de nombreuses coupures d'électricité signalées dans la nuit. Kiev, de son côté, a répondu à la Russie par des frappes en profondeur. L'armée dit avoir atteint un port dans la région russe de Krasnodar. Sur le front, l'état-major ukrainien est en difficulté, en particulier autour de Pokrovsk, dont le Kremlin revendique le contrôle par ses troupes. Dans ce contexte, le commandant en chef ukrainien réaffirme sa ligne rouge. En cas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de cession de territoire supplémentaire à la Russie. Dans ma compréhension, une paix juste est une paix sans précondition, sans abandon de territoire. Cela signifie s'arrêter sur la ligne actuelle de contact. Cela signifie stop, cesser le feu, puis des négociations sans aucune condition. Ce n'est qu'alors qu'une telle paix sera équitable. Toute autre formule serait une paix injuste. Et pour nous, c'est inacceptable. À des milliers de kilomètres du front, les discussions entre émissaires américains et ukrainiens ont une nouvelle fois été jugées constructives. Le Kremlin assure rester ouvert aux négociations, mais prévient, les opérations militaires se poursuivront tant que ces objectifs ne seront pas atteints. En Syrie, un musée unique a ouvert à Damas 1 an après la chute de Bachar al-Assad. Grâce à la réalité virtuelle, il reconstitue les conditions de détention dans les prisons du régime pour que la mémoire des disparus ne soit jamais effacée. Extrait TV5 Monde. En plein centre de Damas, le musée des prisons syriennes offre une immersion unique. Grâce à ce casque de réalité virtuelle, Amal peut se déplacer pour la première fois dans la prison où son père a été détenu puis relâché. Est-ce que tu vois la prison là devant toi? Oui, je vois. Devant ses yeux, les cellules et les sous-sols de la branche 215.
Ici, les prisonniers ont été exécutés, torturés ou brisés par les conditions de détention. Entre 2011 et 2020, pas moins de 1500 détenus y ont perdu la vie. Sur les murs sont encore gravées les traces de leur passage. Ce que les gens ont vécu est indescriptible. C'est l'enfer total. Il y a eu beaucoup de gens blessés et nous, on doit ressentir cette douleur. Sinon, on ne pourra pas les aider. Le 9 décembre dernier, le dictateur Bachar al-Assad est renversé et les prisons s'ouvrent. Des milliers de registres confidentiels, d'interrogatoires et d'actes de décès sont découverts. Aidés par d'anciens prisonniers, Omar Alouane et l'équipe du musée ont pu collecter ces preuves. Dans le chaos qui a suivi la chute, beaucoup de gens ont pu prendre des photos des documents. Grâce à ça, on a pu enquêter sur l'organisation bureaucratique pour connaître le nombre de personnel, où ils se trouvaient et qui donnait les ordres. Aujourd'hui, on travaille pour montrer la vérité. Et ça, c'est le premier pas. Une étape essentielle pour les proches sans réponse. Le fils et le mari de Mariam Hassan ont disparu le 16 septembre 2013. Depuis 12 ans, plus aucune nouvelle. Pour elle, comme pour d'autres, ce musée est une façon de se souvenir de ceux qui ont disparu. Ça a été douloureux de voir comment ils vivaient. J'ai prié pour qu'ils soient morts après le premier mois de détention quand j'ai vu ça. Mais l'idée de musée est incroyable car il sert à préserver l'histoire pour qu'elle ne disparaisse pas. Les musées ne seront pas oubliés. Un travail de mémoire et de vérité est devenu indispensable. En Syrie, plus de 300 000 personnes restent portées disparues sans qu'aucune réponse officielle. En Inde, un incendie s'est déclaré dans une discothèque de Goa peu après minuit. 25 personnes ont perdu la vie, dont plusieurs touristes. Les causes du sinistre restent à préciser. Plus de détails dans cet extrait de TV5 Monde. D'ordinaire, musique à fond et rire envahissent les rues. Mais ce matin, l'ancienne colonie portugaise se réveille sonnée. Cette discothèque prisée des touristes est située à l'ouest de l'Inde, dans la station balnéaire de Goa. Derrière cette palissade en bois, une partie de la bâtisse est partie en fumée. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans l'incendie. Un des membres de ma famille travaillait de nuit. Certains ont entendu une explosion dans l'hôtel discothèque et il est mort sur le coup. Dès notre arrivée, nous nous sommes demandé pourquoi il y avait de la fumée. Puis on a appris qu'il y avait eu un incendie. On a eu de la chance car si notre chauffeur de taxi n'était pas en retard, on aurait été nous aussi dans la salle. La vitesse de propagation des flammes a surpris tout le monde. Ce samedi soir, dès l'alerte lancée, les secours se sont rendus sur place pour éteindre l'incendie. Les découvertes macabres se sont succédées pour les ambulanciers. Des victimes sont mortes asphyxiées, d'autres présentent des traces sévères de brûlures. Explosion de gaz ou spectacle pyrotechnique, une enquête est en cours pour déterminer les raisons du drame. Mais déjà, les autorités pointent du doigt l'activité de l'établissement sans les autorisations nécessaires au bon fonctionnement. L'incident survenu aujourd'hui à Goa est tragique. Un tel drame ne devrait jamais se produire dans un état touristique comme Goa. Certaines personnes opèrent sans autorisation, voire illégalement, et c'est ce qui a provoqué l'incendie. Les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour identifier les coupables. Et dans un communiqué, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit Terminons par les États-Unis où Donald Trump affirme que l'Europe se dirige vers un effacement civilisationnel. Extrait France 24. Donald Trump résume sa pensée assez clairement en préface de ce document où il a notamment écrit « Dans tout ce que nous faisons, nous mettons l'Amérique d'abord ». Alors ce document a été publié dans le cadre de la stratégie annuelle des États-Unis en matière de sécurité nationale et il y a notamment une section qui s'intitule « Promouvoir la grandeur européenne » qui offre une critique acerbe des alliés européens et il est notamment marqué que si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera
méconnaissable dans 20 ans ou moins. Et finalement, dans ce document, il est écrit qu'il faut aider les partis qui ne sont pas nommés comme ça, mais il parle des partis nationalistes qui ont les mêmes intérêts que cette administration américaine à se développer. Le document anticipe également d'importants changements au sein de l'OTAN. Il est notamment écrit qu'il est plus que possible que d'ici quelques décennies au plus tard, les membres de l'OTAN deviennent majoritairement non européens. Alors on sent dans ce document notamment la patte de conseillers de Donald Trump comme Steve Miller, qui sont des idéologues issus de la droite nationaliste. C'est une tendance très appuyée au sein de cette administration. Et donc, Washington dénonce dans ce document les décisions européennes qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent et créent des tensions. Donc, un document qui a clairement vocation à critiquer ses alliés européens tant qu'ils ne prennent pas des politiques qui seraient finalement similaires à ce que prend cette... Voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.